C'est la grande édition en direct sur i24 News. Bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient au programme ce soir. Et si la vraie bataille de l'après-guerre commençait maintenant? Oubliez la défaite militaire, l'Iran dicte les règles du jeu. Dans le détroit d'Ormuz, interdiction d'y naviguer en dehors des itinéraires définis par la République islamique. Et visiblement, tout le monde s'y plie au regard de l'ampleur du trafic. La question dérange, comment Téhéran peut-il exercer un tel contrôle sur l'artère énergétique la plus stratégique du monde sans véritable contestation internationale? On note en arrière-plan une énième déclaration fracassante de Donald Trump. Il affirme avoir empêché Recep Tayyip Erdogan d'entrer dans le conflit, pourquoi pas aux côtés du régime iranien. Le président américain ouvre même la porte à des livraisons d'avions F-35 à Ankara. Alors récompense diplomatique ou pari stratégique, pas de quoi rassurer en tout cas Israël. Nous reviendrons également sur la mission de Marco Rubio dans le Golfe, le secrétaire d'État américain qui tente de rassurer les alliés de Washington tout aussi inquiets et déçus qu'Israël. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le détroit d'Ormuz sous pression iranienne. Ce sont bien les gardiens de la révolution qui affirment imposer désormais leur propre route maritime en menaçant tout navire qui ne s'y plierait pas à leurs injonctions. Malgré ces tensions, le trafic semble avoir repris rapidement. Près de 20 millions de barils de pétrole auraient déjà ainsi transité en 24 heures, soit un retour quasi à la normale d'après Washington. Et pourtant, Donald Trump répète que les États-Unis gagnent largement face à un Iran qui ferait, selon lui, des concessions. Partons tout de suite à Washington de vérifier. Notre correspondant nous y attend en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Antoine Delard. Et l'Iran, Antoine, toujours au cœur des débats aux États-Unis puisque Donald Trump quémande des fonds au Congrès et J.D. Vance, le vice-président, parle carrément d'un horizon de paix avec Téhéran. Oui, exactement. En fait, la guerre en Iran a coûté extrêmement cher aux États-Unis et ces sommes qui ont été engagées n'étaient pas prévues dans le budget de la défense 2026. Les caisses sont donc vides et il y a désormais urgence à les remplir, d'où cette demande de Donald Trump d'une enveloppe supplémentaire, 88 milliards de dollars, dont 70 pour financer les opérations en Iran. Alors vous savez, la phase active de la guerre est désormais terminée, il n'y a plus de combat, mais Donald Trump maintient son dispositif sur place et ça coûte énormément d'argent. D'où cette demande budgétaire supplémentaire. Et il faut bien dire les choses. Cette demande de Donald Trump a peu de chances d'aboutir au Congrès. La question de l'Iran fracture le camp républicain et il y a de plus en plus de sénateurs qui s'opposent à Donald Trump sur ces questions, qui le font publiquement. Le vote, donc, si jamais le vote a lieu devant le Sénat, a peu de chances d'aboutir et la demande de Donald Trump donc a peu de chances d'aboutir. Quant à J.D. Vance, effectivement, il fait des déclarations. Il parle du nouvel ère qui s'ouvre avec l'Iran. Il explique notamment, et c'est notable, qu'une ligne de communication directe a été ouverte entre les États-Unis et les gardiens de la Révolution pour, dit-il, gérer tous les problèmes qui pourraient se présenter lors de la navigation sur le détroit d'Ormuz. Et puis Antoine, cette phrase étonnante du président américain, encore une fois, qui dit avoir dissuadé Erdogan, le président turc, d'engager son armée, l'armée turque, dans la guerre en Iran et sans doute contre Israël. Oui, exactement. C'est ce qu'a dit hier Donald Trump dans le bureau ovale. Il dit que, la Turquie faisait figure de candidat idéal entre guillemets pour aller combattre aux côtés de l'Iran contre Israël. Il fait référence à ces critiques, ces attaques même répétées de Erdogan contre Israël depuis les attaques du 7 octobre. Trump dit qu'il a demandé à Erdogan de ne pas y aller et que Erdogan l'a accepté. Alors, est-ce que cette anecdote est véridique ou elle sort simplement de l'imagination de Donald Trump? C'est tout à fait possible. En tout cas, hier, Trump a abordé un autre sujet qui concerne la Turquie, les ventes d'avions F-35. Depuis 2019, la Turquie est exclue du programme F-35 parce que la Turquie a acheté des missiles de défense de fabrication russe. Mais les choses pourraient bouger, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre hier Donald Trump. Trump dit qu'il pourrait bientôt faire un gros cadeau à la Turquie, sans parler directement des F-35, mais ça pourrait être ça. Trump va se rendre en Turquie bientôt dans le cadre d'un sommet de l'OTAN et il pourrait donc à cette occasion faire l'annonce que la Turquie rejoint le programme F-35, même si en théorie tout cela doit auparavant être validé par le Congrès. Un gros cadeau en effet, quand on connaît l'importance stratégique de ces F-35. Merci beaucoup Antoine Delard sur la pelouse de la Maison-Blanche à Washington. Deux experts avec nous ce soir, le général de réserve israélien Amir Avivi, bonsoir et merci. Vous êtes général de brigade de réserve. Salut. Ancien chef de cabinet du ministre de la Défense et président fondateur de Abetronis Team, groupe de réflexion bien connu autour de la sécurité d'Israël. Mathias Inbar avec nous également. Bonsoir Mathias, notre expert défense. Alors beaucoup de choses à commenter ensemble. Messieurs, mais d'abord l'Iran qui fait la loi à Hormuz. C'était pas le cas avant la guerre. Personne ne trouve rien à dire apparemment. Comment, d'après vous, Amir Avivi, on en est arrivé à ce point ?
D'abord, c'est très surprenant que les États-Unis, avec une quantité aussi importante de forces dans la zone du détroit, n'arrivent pas à prendre le contrôle de ce détroit et ne fait pas preuve de motivation pour ce faire. Et donc les États-Unis pourraient prendre le contrôle du détroit et empêcher l'Iran d'avoir une force sur place. Mais il semble que les États-Unis ne soient pas prêts à payer le prix y afférent, de perdre des soldats, de prendre le contrôle de toute cette zone avec ses soldats. Et donc, ils préfèrent faire un accord pour 2 mois dans le cadre duquel l'intérêt, c'est de faire passer tous les tankers de la zone pour qu'ils puissent participer au commerce mondial et vendre du pétrole dans le monde à cause de la crise énergétique. Et la grande question est de savoir comment le monde voit les choses, la Chine, la Russie, quand ils voient que les Américains ne sont pas prêts à se battre pour la liberté, pour la sécurité, non seulement des États-Unis, mais de toute la région. Et la sécurité, voilà. Ouais. Vous pensez que ça peut durer longtemps? C'est-à-dire que l'Iran peut même aller au point d'imposer aussi des taxes? D'ailleurs, c'est son objectif avoué. Ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait le devenir. Écoutez, pour le président des États-Unis, il préfère l'économie américaine, l'économie mondiale, les arguments électoraux pour les midterms des États-Unis avant tout. Ça ne dit rien de ce qui se passera après. Je pense qu'il est très possible qu'à un certain stade, le président Trump revienne à une pression maximale sur l'Iran pour promouvoir les intérêts et ne pas permettre la création de missiles balistiques ou de nucléaire. Mais ça n'est pas sa priorité aujourd'hui. Pour nous, c'est pas bon. On préférerait, bien sûr, que la pression se poursuive jusqu'à ce que le régime s'effondre. Alors, Mathias, la grande question, qui osera défier Téhéran maintenant, si les États-Unis eux-mêmes ne le font pas? C'est la vraie question. Là, lorsqu'on lit entre les lignes des déclarations du vice-président américain, on a de quoi, d'ailleurs, même plus être surpris. Ouais. Il parle d'un axe maintenant, Doha, gardien de la révolution, au Qatar, pour éviter qu'il y ait un envenimement de la situation. Il officialise quelque part. Il officialise la relation avec les gardiens de la Révolution, qui sont déclarés par l'administration américaine comme une organisation terroriste, au passage. Mais c'est comme si vous demandez à un pompier d'être pyromane en même temps. C'est-à-dire qu'on demande au Qatar d'accueillir les gardiens de la Révolution et de leur dire « tout va bien ». En fait, on reproduit le même système que le Hamas. On ne voit pas dans ce schéma-là comment véritablement les États-Unis peuvent avoir encore ce levier de pression auprès de l'axe Oman, Qatar et Iran. Marco Rubio est en visite dans la région, il ne va même pas au Qatar et il ne va même pas non plus en Arabie Saoudite. Donc impasse et humiliation pour les États-Unis et forcément l'inquiétude, on le regarde d'ailleurs, pour les pays du Golfe. Alors Amir Halivi, on voulait commenter aussi évidemment cette phrase de Donald Trump qui affirme avoir convaincu Recep Tayyip Erdogan, le président turc, de ne pas entrer en guerre aux côtés de l'Iran contre Israël. C'est crédible ça pour vous? Je ne crois pas qu'on était en risque d'une guerre contre la Turquie. Ce qui nous inquiète, c'est les déclarations du président des États-Unis pensant à vendre des F-35 à la Turquie. Ça, c'est un danger pour le monde. C'est un pays qui accueille le Hamas, qui développe l'axe sunnite radical avec le Qatar et les frères musulmans. Et c'est le dernier État qui devrait recevoir des avions modernes comme les F-35. Ça, c'est très inquiétant pour Israël, ce rapprochement. Et j'espère que nous ferons pression sur le président pour qu'il ne réalise pas ce type de transaction avec les Turcs. Ouais, Mathias, F-35 à la Turquie, là, comme vous dites souvent, game changer pour l'ensemble de la région. Bien évidemment, n'oubliez pas quand même que Recep Tayyip Erdogan, et je rejoins les propos du général, a parlé d'Israël comme une organisation terroriste internationale. C'est-à-dire c'est de ça dont on parle comme Recep Tayyip Erdogan, qui aujourd'hui, eh bien, on sait que Brad Cooper, le chef du CENTCOM, va arriver dans la région pour s'entretenir avec Eyal Zamir. Et là aussi, ça pose problème. Parce que autant Brad Cooper est très ferme à l'égard de l'Iran, autant Brad Cooper s'octroie certaines largesses vis-à-vis de l'axe Turquie-Syrie. N'oubliez pas qu'il y en a un qui a joué au basket avec Al-Shara, le petit protégé d'Erdogan. On est véritablement l'appareil de défense israélien est face à un vrai problème de stratégie américaine. Ouais, j'insiste un peu sur ça, Amir Halivi. Pourquoi il a dit ça d'après Donald Trump, qu'il a empêché la Turquie d'entrer en guerre? Parce que ça fragilise aussi forcément Israël, quelque part, de dire ça. Je vous ai sauvé encore une fois.
Écoutez, on a un point de réflexion très clair, c'est la Syrie. La nécessité de coopérer sur une situation où les Turcs ne rentrent pas avec leurs forces en Syrie et ne créent pas une friction permanente avec Israël sur place. Les Turcs veulent aussi contrôler le Liban, ils veulent rentrer pour influencer le Liban, ils œuvrent de manière agressive face au gouvernement libanais pour créer une hégémonie sur cet espace, pour nous repousser. Ils sont très embêtés des négociations avec le Liban et Israël pour se rapprocher d'Israël et avoir un accord. Ils se sentent menacés. On a là un potentiel de friction qui ne sera pas réglé en les renforçant militairement. Ils sont déjà une force militaire importante et parmi les exportateurs sécuritaires les plus importants au monde, parmi les 10 premiers exportateurs d'armement au monde. Ce qui se passe en Turquie est très inquiétant. Ils ont des problèmes internes très graves, mais ils sont aussi très agressifs en souhaitant renouveler l'Empire ottoman en visant Jérusalem sans avoir honte. Et ça va avoir une influence sur l'organisation dans les 20 ans à venir de l'armée israélienne. Ils ne sont pas un ennemi, mais ils doivent être une boussole pour la préparation des forces à l'avenir. Effectivement, en tout cas, Israël bien seul en ce moment. Merci beaucoup, Général Amir Avivi. Mathias, merci. Vous restez encore un petit peu. Et si l'avenir de l'image de marque des États-Unis dans ce contexte au Moyen-Orient se jouait ces jours-ci? Crise de confiance assez nette entre Washington et plusieurs de ses alliés. La Maison-Blanche tente de rassurer. Le Golfe veut des garanties. Et c'est Marco Rubio qui est donc arrivé et envoyé en mission à Bahreïn. Mission délicate, convaincre les alliés arabes que le rapprochement en cours avec l'Iran ne se fera ni à leurs dépens, ni au prix d'un basculement stratégique dans la région. On écoute d'abord le secrétaire d'État américain. Il est important de souligner plusieurs points qui constituent pour nous des priorités. Nous souhaitons parvenir à un accord, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons un accord satisfaisant, réel, vérifiable et respecté. Il est essentiel que tous les engagements pris, aussi bien pendant le processus de négociation qu'après sa conclusion, soient respectés et appliqués. Alors, derrière les formules diplomatiques, la méfiance est réelle. Les monarchies du Golfe redoutent un accord trop accommodant avec Téhéran qui laisserait de côté les missiles, les réseaux régionaux de l'Iran et la sécurité du détroit d'Ormuz, artère vitale, comme on l'a dit, pour l'énergie mondiale. Au-delà de cet accord, c'est peut-être au passage la crédibilité américaine dans la région qui est aussi en jeu. On va en parler ce soir avec Sébastien Boussois. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient. Alors la question, c'est qu'elle ne porte pas seulement sur l'Iran, mais sur la fiabilité, au final, stratégique des États-Unis auprès de leurs partenaires du Golfe. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, vous diriez, d'une crise de confiance entre Washington et certaines capitales de la région ? Écoutez, il y a une grosse crise de confiance entre Washington et beaucoup de pays de la région. Vous venez de le rappeler, évidemment, la situation elle est extrêmement tendue pour Israël, vous l'avez dit. Vous avez parlé d'isolement, peut-être un isolement comme jamais d'ailleurs, de l'État hébreu. Ça, c'est un. Deuxièmement, le rapport, évidemment, des Américains aux pétromonarchies est un rapport historique. La question, évidemment, de cet accord entre le pacte, autour du pacte du Quincy entre les États-Unis et plusieurs pays du Golfe, dont évidemment l'Arabie Saoudite et un certain nombre d'autres, a été aussi évidemment extrêmement mis en péril à partir du moment où le déclenchement de la guerre a provoqué des conséquences sur les pétromonarchies qui ont été agressées dans une situation évidemment qu'elle n'avait absolument pas prévue, que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats arabes unis qui ont payé le plus lourd tribut de cette histoire. La crise de confiance, elle est en réalité pour l'administration américaine auprès de tous les partenaires de la région. Elle est avec Israël, elle est avec les pays du Golfe qui ont poussé d'ailleurs depuis quelques semaines, en tout cas pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui ont poussé à ce que Donald Trump ne reprennent pas la guerre, alors qu'évidemment Benjamin Netanyahu voulait poursuivre et aller jusqu'au bout, jusqu'à la capitulation ou l'effondrement, comme ça a été dit auparavant. Il y a eu probablement une certaine influence dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi une crise de confiance claire et nette, mais là, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond, évidemment. Les Iraniens n'avaient pas confiance en les Américains et vice-versa. Et ça, il est clair aujourd'hui que Donald Trump a réhabilité le régime iranien comme jamais. Donc, on est dans une situation de crise de confiance de l'administration américaine avec un Donald Trump qui a beaucoup changé de braquet en quelques semaines. Effectivement. Et puis, on reste quand même dans une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a ces 60 jours de mémorandum avant l'accord, mais est-ce que vous pensez que ces craintes des pays du Golfe, elles sont justifiées ? Est-ce que l'accord qui est en discussion, il protège suffisamment les intérêts du Golfe ou bien ça les expose, comme vous dites, quelque part, ça les expose à la menace iranienne toujours ?
Alors, les pays du Golfe, de manière générale, ont compris que le parapluie américain ne serait plus éternel. D'ailleurs, c'est peut-être ce que les Européens devraient faire pour se réveiller un peu, mais en tout cas, sur les pays du Golfe, ils sont déjà en train de déplacer leurs pions en renforçant des relations, notamment avec la Chine. Ils ont compris que l'administration américaine, de toute façon, elle était globalement dans cette logique de retrait. Le retrait qui avait été engagé par Barack Obama, poursuivi par Biden, aujourd'hui n'est qu'un prolongement de la main de Donald Trump. Et puis, il y a eu effectivement cette guerre où l'objectif était d'essayer de faire s'effondrer le régime iranien. Aujourd'hui, le régime iranien est toujours là. Et globalement, vous savez, pour des pays dont l'objectif est de faire à la fois du business et de faire survivre leurs économies, elles préfèrent aujourd'hui que le régime iranien soit certes pas terrible dans la situation du cas de l'espèce, parce qu'il a repris une forme de puissance, mais que les choses s'apaisent pour réouvrir le détroit d'Ormuz et pour pouvoir, je dirais, redynamiser, non pas redynamiter leurs économies. Et ça, c'est la priorité, même pour les Émirats arabes unis, qui étaient plutôt à un moment dans la logique peut-être d'attaquer l'Iran. Il y a aujourd'hui une crise économique majeure dans les pays du Golfe qui fait qu'il y a un sens des priorités. Effectivement, l'économie avant tout, on le comprend bien. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour cette analyse très pointue. Et au-delà du Golfe, Donald Trump est-il aussi en train de perdre, pourquoi pas, ses amis inconditionnels en Europe? On va se poser quelques questions. Longtemps soutenu par les droites nationalistes du vieux continent, le président américain voit aujourd'hui certains de ses alliés se détourner, voire l'affronter publiquement, comme on l'a vu il y a quelques jours dans la crise avec Giorgia Meloni en Italie, entre guerre avec l'Iran, tensions commerciales et impopularité croissante. Donald Trump est-il devenu un fardeau politique en Europe ou assiste-t-on à un simple réajustement dicté par les intérêts nationaux? Ça et là. Bonsoir Jean-Yves Camus et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que c'est la guerre avec l'Iran qui aurait accéléré cette rupture? En tout cas, ça ressemble vraiment à une rupture. La guerre avec l'Iran a effectivement rajouté à la friture sur la ligne qui existait déjà parce que Donald Trump s'est révélé un dirigeant hautement imprévisible. Et s'il y a bien une chose que les dirigeants des partis nationalistes de droite en Europe ne doivent pas faire, c'est paraître imprévisibles. Ils doivent tous convaincre leur électorat potentiel que s'ils arrivent aux manettes, c'est vrai également en France, on aura une politique étrangère stable, on aura un gouvernement qui saura prendre la hauteur des enjeux, donc apparaître comme quelqu'un qui s'engage dans une guerre pour en ressortir finalement vaincu, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Cette guerre, elle s'est jouée à l'avantage de l'Iran, et au seul avantage de l'Iran. C'est quelque chose que Mme Meloni et les autres dirigeants de sa famille politique ne veulent absolument pas. Ouais. Est-ce que vous direz que Trump est devenu, électoralement parlant, toxique en Europe? C'est-à-dire que Bardella, Marine Le Pen et d'autres éviteront les photos avec lui dans les prochains mois? Vous savez, il est président des États-Unis, donc jusqu'au bout de son mandat, l'Europe sera bien obligée de faire avec, y compris les pays qui sont gouvernés par ceux qu'on appelle populistes de droite. Dans un certain nombre de cas, je pense aux élections slovènes qui se sont déroulées cette année, Monsieur Janez Janša, est un proche revendiqué de Donald Trump, donc il existe certains pays où ça marche. Dans le cas de la Hongrie, ça n'a pas véritablement marché. Madame Meloni, on vient de le voir, en vue des élections législatives de l'année prochaine, prend ses distances, et je pense que ça continuera à être ainsi. Si jamais le président des États-Unis se révèle encore une fois quelqu'un qui a peut-être sa logique. Je ne dis pas que c'est un acteur irrationnel, mais qui, s'il a une logique, est imprévisible, fait des déclarations contradictoires dans la même journée et, encore une fois, engage des opérations qui coûtent des vies humaines, qui coûtent budgétairement fort cher et dont il ne ressort pas vainqueur et dont nos économies européennes ne vont pas ressortir gagnantes non plus. Ouais, c'est vrai que ça dépend beaucoup des résultats de Donald Trump, que ce soit économique ou géopolitique. Malgré tout, quand on connaît le poids de Donald Trump, est-ce que les droites européennes peuvent vraiment encore exister sans lui? C'est l'une des questions aussi. Vous savez, le poids de Donald Trump, il existe parce que les États-Unis sont la première puissance économique et militaire mondiale. Mais c'est avant tout le nanisme de l'Europe qui est la cause du déséquilibre dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'à force de lancer des phrases creuses à chaque sommet de l'Union européenne sur l'unité, les projets que l'on doit mettre en commun, la nécessité d'une politique de défense commune, pour au final ne pas avoir un semblant de début de réalité à tout cela, c'est ce qui affaiblit le plus
C'est ce qui, finalement, nous met dans une situation où nous n'avons pas d'alternative. Parce que pendant la durée, en tout cas, qui reste du mandat de Donald Trump, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Union européenne ne se sera pas entièrement métamorphosée pour devenir un acteur qui, à défaut d'être l'égal des États-Unis, ait au moins une politique étrangère et une politique de défense commune. Donc, finalement, Donald Trump reste incontournable maintenant en tant qu'argument électoral. Ça, c'est quelque chose de fondamental, puisqu'on va avoir en France une élection présidentielle. Prendre ses distances et essayer de faire passer un message disant ce sera les intérêts de mon pays d'abord et on verra ce qui ressortira des négociations. Et je ne vais pas coller à Donald Trump dans tous les cas de figure, c'est absolument nécessaire aussi. Ouais, encore 2 ans et demi en tout cas de présidence Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir répondu aux 3 questions ce soir en direct. On va parler du Liban et de Tsahal qui a annoncé la mort du sergent-major de réserve Basel Souaï, 32 ans, dans un accident opérationnel qui est survenu hier soir dans la partie sud du Liban. L'armée qui indiquait que Souaïd avait trouvé la mort donc, lorsque son camion-citerne s'était renversé dans la région de Rab al-Talatin. Les États-Unis, par ailleurs, affirment qu'Israël s'est retiré de certaines parties de la zone tampon au Liban en signe de respect envers le gouvernement libanais. Israël et le Liban démentent ces allégations. Le Liban avait auparavant accusé Israël de durcir justement les conditions afin d'empêcher tout accord. On passe en revue les derniers développements. Loïc Stécher, Choucrou. Des progrès dans les négociations entre Israël et le Liban. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le secrétaire d'État américain Marco Rubio en déplacement au Bahreïn. Je pense que nous sommes très proches d'obtenir un engagement d'intention entre les 2 pays. Mais pour Israël, le Hezbollah doit tout d'abord être désarmé. C'est la condition sine qua non imposée par Jérusalem. Nous menons des négociations directes avec le Liban sur tous les plans, notamment le redéploiement des forces de Tsahal. Mais il faut souligner, et c'est un point crucial, que cela ne se fera qu'après la démilitarisation du Sud-Liban et le désarmement du Hezbollah. Il est absolument hors de question qu'Israël laisse se déployer des forces génocidaires à proximité de sa frontière. Sur ce point, un responsable américain déclare à l'agence Reuters que Tsahal a commencé à évacuer. Une information immédiatement démentie par Israël. De nombreux responsables, à commencer par Benjamin Netanyahou, ont expliqué ces derniers jours que les forces israéliennes resteront présentes dans la zone dite de sécurité. Ce qui n'est pas du goût des Iraniens. Ismaël Kahani, commandant de la force Quds des gardiens de la Révolution, prévient: Israël doit se retirer seul de l'ensemble du territoire libanais ou être contraint, selon lui, de fuir en défaite. Sur le terrain, au sud Liban, les médias libanais rapportent de nouvelles frappes israéliennes. Pas de commentaires de la part de Tsahal, qui néanmoins annonce reporter la démolition de plusieurs infrastructures terroristes du Hezbollah en raison du cessez-le-feu. En parallèle, les Pays-Bas annoncent vouloir renforcer leur soutien à l'armée libanaise. Objectif: contenir le Hezbollah. La Haye va ainsi financer une nouvelle base militaire, former des unités de l'armée libanaise et renforcer la coopération sécuritaire afin d'accroître le contrôle de Beyrouth au sud Liban. On revient vers vous, Mathias Inbar, cette idée d'un retrait partiel israélien dans le sud Liban pour être remplacé par les forces libanaises renforcées. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça peut tenir ça? Alors, ce matin, bien évidemment, après enquête, j'ai pu vérifier et que ce matin, les sources israéliennes disaient que c'était faux, que ce qu'avait dit un diplomate américain à Reuters était faux. Et là, ce soir, on apprend, notamment de la part du secrétariat d'État américain et de sources libanaises, qu'il aurait, à 22h30, 23h, heure israélienne, une signature tripartite américano-libanaise et israélienne concernant la mise en place de certains pilotes de retrait partiel de certaines zones et l'arrivée des forces libanaises. Avec aussi l'idée que le CENTCOM puisse avoir en tête d'un règlement du désarmement du Hezbollah. Or, on sait très bien que le Hezbollah ne va pas désarmer, c'est une évidence. Et là, ça bloque parce que soit Israël a complètement plié, parce qu'Israël a dit on veut revenir, il n'y a pas de souci, on se retire, mais on revient en novembre 2024. Le Hezbollah pointe le bout de son nez, on frappe. Les Américains disent non. Et ça pose un énorme problème. Et on ne voit pas comment Benjamin Netanyahou, au niveau électoral, au niveau des familles, des soldats qui sont engagés, et non seulement qui sont tombés, mais qui sont toujours engagés au Sud-Liban, pourrait vendre cette idée de monsieur sécuritaire. Si jamais Benjamin Netanyahou n'obtient pas
la possibilité de frapper quand il le souhaite, si le Hezbollah restructure ses forces, il aura tout perdu. Donc Israël coincé dans sa marge de manœuvre au Liban. Et puis aussi des membres du Hezbollah, Mathias, qui sont coincés en ce moment dans des tunnels terroristes. Oui, on reprend exactement le même scénario que, souvenez-vous, les terroristes à Rafah et à Khan Younes, à l'époque où ils étaient coincés. Le gros problème, c'est que là, ils sont coincés, mais ils ne demandent pas à en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, les tunnels du Hezbollah sont mieux équipés que ceux du Hamas. Et là commence aussi un vrai problème, David, c'est que ce soir, Israël a reçu énormément de la part de médiateurs de messages selon lesquels laissez-les sortir, les terroristes du Hezbollah partiront. Réponse d'Israël jusqu'à présent, non catégorique. S'ils sortent, ils seront éliminés. S'ils sortent pour combattre, ils seront éliminés. Le temps de la retenue est terminé selon Jérusalem. Donc là, on assiste aussi à un vrai problème. Que vont faire les terroristes qui comptent par dizaines, coincés dans les tunnels? Rappelons que la plupart des tunnels ont été murés. Ouais, c'est vrai que ça rappelle Gaza. Un mot aussi, Mathias, sur le commandant de la force Quds en Iran, des gardiens de la Révolution, c'est Ismaël Kahani, qu'on a d'ailleurs soupçonné un moment d'avoir collaboré avec Israël. Alors lui, il dit que si Israël ne se retire pas du Sud-Liban aujourd'hui, il sera contraint de fuir lorsqu'il sera vaincu demain. L'Iran aussi entend bien poser sa patte sur le Liban. Je conseille à Ismaël Kahani de sortir, s'il est aussi téméraire que ça, de sortir de son tunnel, de se présenter devant les caméras et montrer qu'il n'a pas été un lâche pendant toute la guerre. Au lieu de combattre, lui, le chef des forces Quds, rappelons quand même, sans donner des bons points à Qassem Soleimani, qui était un archi-terroriste, eh bien lui, pendant la guerre de 2006, qui avait poussé notamment Iman Mournier, qui était le chef d'état-major du Hezbollah, et Hassan Nasrallah de rentrer en guerre contre Israël, Qassem Soleimani, le chef des forces Quds, était au Liban pendant la guerre de 2006. D'ailleurs, c'est Hassan Nasrallah qui le disait, ils étaient tous les deux sous un platane et ils espéraient ne pas être repérés par les avions israéliens. Lui, Ismaël Kahani, par contre, eh bien, s'est terré dans les tunnels de Téhéran sans à aucun moment sortir. Donc, ces menaces, eh bien, qu'il les dirige vers ses propres hommes, les Bassidj qui n'ont absolument pas combattu, plutôt que vers Israël. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour toutes ces analyses. Et on va faire un petit peu de place pour une parenthèse politique en Israël. Le parti pris tout de suite de cette édition. Hier a pris fin le témoignage de Binyamin Netanyahou. 98 jours au total dans le cadre de son procès, un marathon politico-judiciaire que le Premier ministre israélien a tenu à conclure sur un discours offensif. Il a dénoncé 10 ans d'enfer pour lui, pour sa famille, et il a dressé un tableau accablant des enquêtes menées contre lui depuis donc une décennie. Bonsoir Jonathan Serrero, analyste et reporter. On a compris qu'une grande partie des accusations qui ont pourtant rythmé la vie médiatique en Israël ces dernières années, elles sont nettement remises en question aujourd'hui. Tout ça pour ça, c'est votre sentiment, c'est votre parti pris ce soir? Est-ce que la montagne du procès Netanyahou accouchera d'une souris? Seule la justice a la réponse à cette question et la justice rendra son verdict. Mais si on veut comprendre ce qui s'est passé lors de ce procès Netanyahou, il faut, je pense, le diviser, ce procès en deux phases, à savoir la première phase, la phase des interrogatoires, la phase où les médias israéliens s'en sont donnés à cœur joie contre le Premier ministre Netanyahou, qu'ils ont accusé d'abus de confiance et de corruption. Et il y a eu aussi cette date du mois de janvier 2020. Il se trouve que j'y étais. L'ensemble de la presse israélienne était devant les bureaux du procureur et l'ancien conseiller juridique au gouvernement, Avichai Mendelblit, a prononcé des actes d'accusation contre le Premier ministre israélien. L'ensemble de la presse israélienne était là, l'ensemble de la presse mondiale. L'opposition criait victoire. Benyamin Netanyahou était sur le chemin de la prison. Il y a eu une deuxième phase qui s'est lancée assez vite, au mois de mai 2020, au moment de la première audience de Benyamin Netanyahou de son procès. Benyamin Netanyahou était entouré des barons du Likoud, des principaux responsables du Likoud, de ses principaux soutiens. Et on a vu un Benyamin Netanyahou assez combatif, prêt à défier l'appareil judiciaire israélien. Il y a eu toute la période du procès où là, les médias israéliens n'en ont pas parlé, n'ont même pas pris le temps de couvrir ce procès israélien, ce procès du Premier ministre de l'État d'Israël. Il y a eu ces audiences à répétition où Benyamin Netanyahou a été
obligés de se rendre vers le tribunal de Tel Aviv ou de Jérusalem pour répondre aux questions. Et on a découvert les méthodes assez tendues, assez musclées de l'appareil judiciaire, notamment celle employée par l'ancien procureur de l'État, Shai Nitzan, qui aurait pressé l'ex-chef du conseiller juridique au gouvernement, Avichai Mendelblit, de prononcer des actes d'accusation contre Benyamin Netanyahou, l'ex-chef de la police, Roni Elcher, qui lui misait sur un départ de Benyamin Netanyahou de la présidence du Conseil, et de voir aussi les responsables du Likoud, les hauts responsables du Likoud, mettre à l'écart Benyamin Netanyahou du grand parti de droite. Rien ne s'est passé comme le souhaitait l'opposition. Benyamin Netanyahou a tenu vaille que vaille à défendre son honneur pendant ces 98 jours de procès. Il y a eu aussi les méthodes, il faut le souligner, de la police qui a, par exemple, fait emmener la maîtresse de Nir Hefetz pour presser l'ancien conseiller de Benyamin Netanyahou de charger le Premier ministre israélien et d'accuser le Premier ministre israélien dans les différentes affaires. Maintenant, il faut le dire, Benyamin Netanyahou s'est aussi servi de ce procès comme carte électorale, comme arme électorale, et il s'en servira encore en vue des prochaines élections. À suivre, en tout cas, on va passer à la phase de plaidoirie pour ce procès. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, pour ce parti pris. Et l'épilogue maintenant du dossier de la semaine, on va entrouvrir la boîte de Pandore du nucléaire militaire au Moyen-Orient. C'est le scénario catastrophe redouté par les géopoliticiens. L'effet domino, si la digue iranienne cède, si Téhéran met la main sur la bombe, c'est tout le Moyen-Orient qui pourrait se ruer vers l'atome militaire. De Riyad à Ankara, en passant par le Caire, les puissances régionales préparent déjà leur contre-attaque technologique. Bienvenue dans l'ère de l'insécurité multipolaire, un monde où la dissuasion atomique devient une poudrière. Voici notre dernier épisode de la semaine. Loïc Stécher-Chocron. C'est une phrase prononcée par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, et qui résume parfaitement le grand frisson qui parcourt le Moyen-Orient. Si l'Iran se dote d'une arme nucléaire, nous ferons de même le plus rapidement possible. L'Arabie saoudite ne tolérera jamais de vivre sous le diktat d'un rival chiite nucléaire. C'est ainsi que Riyad accélère son programme civil, négocie un pacte de défense historique avec Washington, mais regarde aussi vers Pékin et Islamabad. L'ombre d'un accord secret plane, le financement massif du programme pakistanais par les Saoudiens en échange le jour J d'un transfert immédiat de têtes nucléaires clés en main. Plus au nord, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan affiche les mêmes ambitions de puissance. En 2019, devant ses cadres, le président turc lançait un pavé dans la mare. Certains pays ont des missiles avec des têtes nucléaires, mais on nous dit que nous ne devrions pas en avoir. Cela, je ne peux pas l'accepter. Avec l'aide de la Russie qui construit la méga centrale d'Akou-Iyou, Ankara acquiert la maîtrise technique de l'atome civil, première étape indispensable vers une militarisation future en cas d'effondrement des traités mondiaux. Et puis, il y a l'Égypte. Le géant démographique du monde arabe ne peut accepter d'être distancé par Téhéran et Riyad. Le Caire a lui aussi lancé son grand chantier nucléaire à El Daba, confié au géant russe Rosatom. Attention toutefois à ne pas surinterpréter. Tout comme en Turquie, le saut du civil au nucléaire reste politique, industriel et surtout soumis à de lourdes contraintes internationales. Mais le Moyen-Orient se transforme peu à peu en échiquier atomique multipolaire. Pendant la guerre froide, la dissuasion reposait sur la destruction mutuelle assurée entre les deux acteurs rationnels, Washington et Moscou. Demain, un Moyen-Orient nucléaire pourrait accueillir 4 ou 5 puissances nucléaires imbriquées, partageant des frontières directes et des rivalités religieuses, nationalistes et territoriales millénaires. Un système instable en perspective où le temps de réaction en cas de crise se mesurera en secondes et où la moindre erreur de calcul ou de communication pourrait déclencher une apocalypse régionale. La boîte de Pandore est ouverte. Et pour clore cette semaine, décryptage du partenariat récent qui modifie certains équilibres dans la région, une ligne directe financière et militaire reliant l'Arabie Saoudite au Pakistan. Bonsoir, Loïc Stécher-Chocron. Eh bien, ça change pas mal de choses, donc ce partenariat entre Riyad et Islamabad.
Oui, c'est ce que les services de renseignement, les experts sécuritaires appellent la bombe saoudienne par procuration, puisque dès les années 70, l'Arabie saoudite a massivement subventionné l'économie pakistanaise et en sous-main financé à coups de milliards de pétrodollars les recherches du Dr Khan, d'un certain Dr Khan, pour doter Islamabad de son actuel arsenal. Ce n'était pas de la philanthropie, ce n'était un investissement à long terme. En 1999, par exemple, fait exceptionnel, c'est le prince saoudien Sultan bin Abdulaziz qui s'est même rendu lui-même sur le site ultra secret d'enrichissement d'uranium de Karouta au Pakistan, une visite interdite à l'époque aux diplomates étrangers. Alors selon plusieurs transfuges et rapports de renseignement, il existerait un accord verbal, voire écrit, stipulant qu'en cas de menace existentielle immédiate, comprendre un Iran nucléaire, le Pakistan déploierait des têtes nucléaires ou des missiles de dissuasion directement sur le sol saoudien et les livrerait au royaume. Alors Riyad a d'ailleurs déjà acheté à la Chine des missiles balistiques de type DF-3, DF-21 à longue portée, parfaitement adaptés pour transporter de lourdes charges. La logistique est prête, il ne manque plus que l'ordre politique et l'enchaînement n'est pas automatique, mais la tentation stratégique ne cesse de croître. Voilà, l'argent de Riyad et l'arme d'Islamabad. Merci beaucoup, Bektecher Chokroun. Pour conclure ce grand dossier, pour tenter d'analyser l'avenir de la sécurité régionale et finalement mondiale, on va se tourner vers ce soir un expert, Norman Rule. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller principal pour l'Union contre un Iran nucléaire. Est-ce qu'on exagère ces craintes d'une prolifération nucléaire au Moyen-Orient? Est-ce que tout dépend et dépendra d'ailleurs du dossier iranien? Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Ce devrait être une très grande préoccupation si l'Iran avait la permission de développer un programme nucléaire qui pourrait menacer ses voisins. L'Arabie saoudite a officiellement déclaré que cela aurait un impact sur ses décisions sur le nucléaire et d'autres pays ont sous-entendu la même chose. Ceci étant dit, les États-Unis ont de manière constante dit et répété qu'ils ne permettraient pas à l'Iran d'acquérir de telles capacités. Et le cours de la guerre et de la politique nucléaire des dernières 20 années a été en ligne avec ceci. Si on regarde l'Arabie saoudite, qui est le pays qui agit de plus en plus activement en cette direction, nous voyons deux signes rassurants. Premièrement, ils ont travaillé de manière proche et de manière appropriée avec l'AIEA pour développer un programme d'énergie nucléaire de manière très prudente. Deuxièmement, ils placent leur programme en coopération étroite avec les États-Unis, ce qui donnera à Washington des vues et une capacité de contrôler ce programme et d'être certain que les Saoudiens n'iront pas vers une direction qui ne serait pas souhaitable. Donc on peut avoir confiance qu'ils ne feront rien qui préoccuperait la région au sens large. Donc la supervision, vous pensez que les États-Unis ne pourront empêcher, quoi qu'il en soit, l'allié saoudien de développer une arme atomique si l'Iran franchit encore une fois ce pas ? Oui, c'est très probable. En effet, la nature du programme nucléaire saoudien apparaît comme étant quelque chose qui aura qui donnera un rôle important aux Américains et ainsi pour les Saoudiens développer un programme secondaire qui aurait un aspect préoccupant serait très difficile et l'Amérique ne pourrait pas rater ça si vous voulez. Et donc l'Amérique aurait une influence. En même temps, l'Arabie saoudite est en train de placer son avenir économique en partenariat avec l'Amérique dans le domaine des semi-conducteurs. Et il est peu probable que l'Arabie saoudite voudrait voir menacer ce partenariat qui dépend véritablement de la coopération avec le Congrès et Washington en développant un programme nucléaire d'armement qui ne permettrait pas de renforcer sa force stratégique en réalité. Alors c'est vrai qu'on s'inquiète d'une prolifération, évidemment c'est légitime, mais si l'Iran venait à détenir officiellement la bombe, est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard pour les autres? Ce serait une sorte de game over régional.
Si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, ce serait quelque chose qui redessinerait toute l'architecture sécuritaire de la région. Mais je ne peux même pas concevoir que l'Iran pourrait acquérir une arme nucléaire. Non seulement parce que l'Amérique ne le permettrait pas, mais aussi parce qu'Israël ne le permettrait pas. Et donc, en essence, si vous voulez, si les deux pays devaient permettre à l'Iran de développer une telle capacité d'avoir donc une autre préoccupation, ce serait un problème. Bref, je ne peux même pas imaginer un monde où Washington et Jérusalem permettraient à l'Iran de développer une arme nucléaire. Effectivement, et c'est le message de ces derniers mois d'ailleurs. Norman Rule, un mot sur la Russie, le rôle de la Russie dont on a très peu parlé, c'est vrai, alors que ça compte, c'est un rôle de l'ombre. Est-ce qu'en aidant, en construisant des centrales civiles, que ce soit en Turquie ou en Égypte, est-ce que l'objectif de Moscou, c'est d'affaiblir justement ce que vous dites, la position américaine au Moyen-Orient ? Nous avons vu la Russie et la Chine, d'ailleurs, essayer d'exporter les technologies nucléaires à travers la région. La technologie n'est pas considérée comme très avancée par rapport aux États-Unis. C'est bon marché, donc, et n'est pas suffisamment fiable pour certains pays. Bref, vous voyez cette utilisation dans certains domaines. L'Iran l'utilise sur le site de Bushehr, les Chinois travaillent sur les installations Arak en Iran avant que ça ait été attaqué par la guerre. Donc nous voyons l'Iran peu à peu et de manière agressive essaie d'avancer. Pardon, la Russie, excusez-moi, essaie aussi de vendre à l'Arabie Saoudite, mais les Saoudiens ont choisi la technologie américaine. Si vous êtes dans la région, vous essayez de chercher une technologie européenne, sud-coréenne, qui est de bien meilleure qualité. Mais encore une fois, la Russie et la Chine ont tendance à essayer de pousser leurs produits en avant quand c'est possible et là où c'est possible, puisque c'est considéré comme bon marché et relativement fiable. Merci infiniment Norman Rule d'avoir été avec nous pour conclure ce dossier de la semaine consacré donc à la course à l'atome, ou pas d'ailleurs, en ce moment au Moyen-Orient. On change de continent avec cette catastrophe au Venezuela. Double séisme d'une puissance jamais vue depuis une centaine d'années. Le bilan est provisoire. Il est déjà de 164 victimes. Mais les scènes de destruction laissent présager des chiffres bien plus élevés. La zone la plus touchée est située au nord de la capitale, Caracas, la région de la Guaira. L'aéroport international a même dû être fermé car fortement endommagé. Et solidarité, puisqu'on apprend qu'Israël envoie une délégation d'assistance sur place donc au Venezuela qui doit partir d'ailleurs pas plus tard que ce soir. Allez, on va passer en revue et en images le reste de l'actualité. Place à l'info chrono. À peine élu et déjà dans les starting blocks pour relancer la relation bilatérale. Le président élu colombien conservateur promet une alliance avec Israël plus forte que jamais. Abelardo de la Espriella a annoncé vouloir établir et renforcer les relations entre Bogota et Jérusalem, en totale rupture donc avec la politique de son prédécesseur Gustavo Petro. Propos tenus à l'issue d'un entretien téléphonique tout à l'heure avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Pas très loin, ce don record, don d'une famille juive mexicaine pour financer le plus grand hôpital de rééducation d'Israël. 200 millions de shekels, environ 57 millions d'euros offerts par la famille Oussidman. L'ouverture du complexe est prévue d'ici 6 ans. Il disposera de 540 lits d'hospitalisation. Il comprendra notamment une clinique spécialisée dans les traumatismes. Environ 250 logements publics seront également construits à proximité. Le site, c'est le quartier de Sdedov, au nord de Tel Aviv. Renforcement de la coopération entre Berlin et Jérusalem. Un navire de la marine allemande a fait escale au port de Haïfa dans le cadre d'une visite officielle, marquée par des exercices d'ailleurs conjoints et des rencontres entre les commandements des deux marines. D'après Tzahal, cette visite illustre l'étroite coopération entre les forces navales israéliennes et allemandes, ainsi que leur engagement commun à développer leur partenariat militaire. Et puis au moment où le trafic aérien retrouve son rythme de croisière en Israël, la compagnie El Al suspend ses vols entre Tel Aviv et Moscou pour les prochains jours. Suspension temporaire en raison des développements récents, la guerre entre Russie et Ukraine et des nombreux incidents aériens dans la région. Une nouvelle évaluation de la situation aura lieu, en principe, la semaine prochaine. Et parlons économie. La bourse de Tel Aviv au cœur de la stratégie financière pour les francophones d'Israël.
Malgré un contexte sécuritaire incertain et des marchés sous tension, investisseurs, avocats et acteurs économiques se retrouvaient cette semaine pour la 11e édition du Forum du patrimoine, un événement organisé par Cyrus Erez Israël. L'idée, sécuriser, structurer et faire fructifier ces investissements tout en s'adaptant aux réalités israéliennes. L'art de conjuguer rendement et résilience. Reportage signé Jonathan Serrero. La Bourse de Tel Aviv accueille la 11e édition du Forum du patrimoine organisé par Cyrus Erez. Un rendez-vous devenu incontournable pour les investisseurs francophones, mais aussi pour les Israéliens qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier de haute qualité. On est ravis, comme tous les ans, de tenir notre Forum du patrimoine ici à la Bourse de Tel Aviv. Un endroit symbolique pour nos activités de gestion de patrimoine, pour nos familles, les francophones en Israël, ou des Israéliens qui, encore une fois, veulent investir en France. La force de notre groupe, aujourd'hui, nous permet effectivement d'accompagner les familles depuis la France vers Israël, mais aussi l'inverse, d'Israël vers la France. Et on est ravis, comme tous les ans, de pouvoir décrypter l'économie israélienne, expliquer à quel point on peut les accompagner sur les différents sous-jacents du patrimoine, le financier, l'immobilier et le non-coté. Parmi les personnes ayant bénéficié des services de Cyrus Erez, Claude Eisenberg, propriétaire d'une galerie d'art en Israël. Moi, je les bénis tous les jours. Parce que quand j'ai fait mon alia il y a 5 ans, j'avais une situation qui était pas évidente, puisque j'avais l'impression que dès que j'allais mettre un pied quelque part, je risquais de me faire avoir et de pas maîtriser la situation au niveau économique et rester peut-être dans des situations plus connues hors d'Israël. Et puis quand j'ai rencontré l'équipe c'était Erez d'abord et après ils ont fusionné, donc Laurent Pérez, c'était en février 2023. On a eu une réunion qui a duré 3 heures de temps. Je pense que en 3 heures on s'est expliqué énormément et ce qu'il m'a apporté comme type de possibilité m'a convaincu immédiatement de transférer tout mon patrimoine en fait ici. Comme Claude, ils sont environ 150 à 200 personnes à avoir répondu à l'appel de Laurent Pérez pour participer à ce 11e forum du patrimoine. Parmi eux, des avocats, des investisseurs, mais aussi des compagnies immobilières cotées en bourse, des sociétés d'assurance comme les Israéliens de Migdal ou l'association caritative La Tête, dirigée par Gilles Darmon. Et écoutez, le lien entre l'organisation La Tête et Cyrus Erez est une très belle histoire. C'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre avec son fondateur en Israël, Laurent Pérez, et la volonté qu'il a eue de rajouter une dimension dans son activité, d'être en plus quelqu'un qui pourrait être un guide sur la question de la philanthropie, sur la question des valeurs de solidarité au sein de la société israélienne. Et je trouve assez exceptionnelle cette volonté donc quelque part d'agir sur ces deux dimensions qui sont importantes quand on est israélien. Investissement financier, solidarité, patrimoine, des valeurs soutenues par Cyrus Erez, des valeurs en phase avec la réalité économique et sécuritaire de l'État d'Israël. Le mot patrimoine, en fait, il signifie plusieurs choses. Premièrement, tout d'abord, il signifie une richesse que l'on a créée pendant toute une vie. Mais dans le patrimoine, on peut inscrire beaucoup de choses. On peut inscrire aussi l'art. On peut inscrire également aussi le partage. Ça veut dire laisser une trace de sa vie après 120 ans. À savoir, aujourd'hui, il va y avoir une association, La Tête, pour ne pas les nommer, qui ont inscrit un message absolument incroyable ici en Israël pour laisser une trace, en fait, sur l'épargne, sur l'argent que l'on a pu laisser durant toute une vie. C'est un lien qui s'impose à nous parce que la solution, les réponses à la question de la pauvreté viendront de ce lien entre ces deux phases de la société israélienne, cette fameuse Startup Nation d'un côté, mais aussi de l'autre côté, cette Soup Kitchen Nation. Ces deux phases sont la même entité, le même pays, mais qui sans doute affichent deux réalités différentes. Et le message de l'organisation La Tête, c'est de dire que nous pourrons donner une réponse à ces questions-là dans ce dialogue. Savoir s'adapter à la réalité du marché israélien et attirer de nouvelles personnes désireuses d'investir leurs deniers en Israël, ce sont aussi des missions de Cyrus Erez. Le premier message très clair, c'est qu'il ne veut pas tenir compte des taux de change, de l'euro shekel ou de dollar shekel. Il faut toujours se dire que quoi qu'il arrive, une fois qu'on est investi ici, on oublie ce taux de change et on compte sur des sociétés comme Cyrus Erez pour faire fructifier cet argent en shekel, donc dans le pays où on vit. Je dirais que d'expérience, tous les plans que vous allez pouvoir préparer en étant dans votre salon à Paris ne vont pas forcément se réaliser en Israël. Donc, vous pouvez venir avec des idées, vous pouvez venir avec des perspectives, des objectifs. Il faudra les recalibrer et prendre un peu de temps pour adapter
votre vision de l'économie, votre vision de la politique, de la vie, même de la famille, en étant sur place. De Tel Aviv en passant par Jérusalem, Paris ou Luxembourg, Cyrus Erez se charge de gérer et faire fructifier votre argent en dépit des soubresauts de la guerre et des fluctuations d'un marché économique marqué du sceau de l'incertitude. Voilà, très bel événement. Tout autre chose, plus d'excuses pour ne pas explorer les textes les plus complexes de la tradition juive. Pour la première fois, le Talmud de Babylone a été traduit intégralement en français. On parle de plusieurs milliers de pages, réparties en 42 volumes. L'événement a été célébré hier à la résidence du président israélien Yitzhak Herzog à Jérusalem. Un projet rendu possible grâce au soutien de la fondation Patrick et Lina Drahi. Et la date choisie, la date hébraïque du 9 Tammuz, revêt une portée symbolique, puisque c'est le jour même où des milliers d'exemplaires du Talmud avaient été détruit en France sur ordre du roi Louis IX, dit Saint-Louis. C'est il y a 782 ans, suite au procès du Talmud à Paris. Et nous sommes ce soir avec le rabbin Menachem Even Israël. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes le directeur du centre Steinsaltz, à qui l'on doit justement cette édition et ce travail assez remarquable et incroyable. Alors, vous poursuivez finalement l'œuvre de votre père, le rabbin Adin Even Israël Steinsaltz, qui avait initié ce vaste projet il y a très longtemps. Le but, c'est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre le Talmud. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Oui, bien entendu, l'objectif est de rendre accessible le Talmud à un maximum de personnes sous toute forme et dans toutes les possibilités, pour que chacun et chacune puisse lire le Talmud seul. Mon père a toujours dit que l'objectif central est de créer un enseignant de poche, que la personne peut étudier, apprendre, se sentir à l'aise et se le relier à une tradition de millénaires, apprendre à écouter, à discuter, sans toujours forcément être d'accord. Effectivement, et puis ça répond à une vraie attente du public francophone. On imagine un public qui est beaucoup plus restreint, évidemment, que le public anglophone. Là, c'est un vrai cadeau que vous leur faites. Oui, bien sûr. Je crois que cela aidera de nombreuses personnes qui pourront ouvrir le livre, même chez eux à la maison, on sent l'aide extérieure. Et pour lire, chercher, découvrir, trouver de nouveaux canaux de compréhension sur la conception du judaïsme et la conception du monde de l'époque, et voir comment cela les influence. Bien que la communauté soit plus petite que la communauté américaine, mais comme nous le savons, la langue française est une langue très très importante, en particulier en Europe. C'est une des langues de l'Union européenne, c'est une langue qui symbolise l'intellect, la réflexion, et il était nécessaire, en grande ligne, il était important de se faire. Ouais, une langue très riche, même si c'est vrai que c'est parfois compliqué d'exprimer avec des mots français l'esprit du Talmud, les subtilités, le style très concis. On imagine qu'il y a beaucoup de commentaires, c'est très riche en commentaires, ces éditions. Oui, bien entendu. Bien sûr, la majorité du matériel est basée sur la traduction de mon père et son interprétation qui s'est faite en hébreu et ensuite en anglais. Mais en principe, tous les exégètes que nous pouvons atteindre, tout a été traduit par l'équipe avec Jean-Jacques Guggenheim à sa tête pendant des années de travail pour créer justement un matériel facile à lire. Et la particularité de cette édition et de ce que nous faisons dans le centre Steinsaltz en général, c'est très simple. Ce sont des textes qui se font dans la langue des personnes qui s'y trouvent, la langue des gens qui la parlent. Ça n'est pas un langage très élaboré, mais un langage abordable, un langage pour tous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'expérience de l'étude du Talmud, c'est vrai que c'est la codification de la loi juive, mais échanger, débattre, ne pas avoir peur de remettre au défi certaines de ses convictions, même les plus profondes, c'est ça, vous diriez, l'essence du Talmud, de la Gemara, c'est un état d'esprit, ça traverse les générations, ça les façonne aussi peut-être. En effet, c'est une bonne description. C'est un débat qui se poursuit depuis le début, pendant des siècles. Ça a pris entre 200 et 300 ans jusqu'à ce que le Talmud soit écrit, rédigé. Je parle de ce que différentes personnes ont vécu à différentes époques. Et ça permet aux gens
de se relier à tous les sujets possibles, depuis l'éducation, l'amour, la haine, les relations réciproques, interhumaines, les guerres. Bref, cela touche de tous les aspects de la vie humaine, des plus basiques aux plus spirituels et élevés. En 2 mots pour conclure, étudier en français ou bien apprendre l'hébreu, l'araméen. Pour étudier le texte original, vous choisissez quoi? Vous dites quoi? Écoutez, je pense que pour le lecteur moyen en France, je le lirai en français. Notre français est de bonne qualité. Il permet de donner une bonne base. Mais bien sûr que l'idéal, le rêve, c'est que les gens le lisent dans la langue d'origine. Mais je ne pense pas que cela porte atteinte de le lire traduit. La personne qui le souhaite peut le faire. Ce sont vraiment du matériau, comme on l'a dit. Donc c'est toujours pour renseigner aux populations. Ben voilà, en tout cas, maintenant, il y a le choix aujourd'hui. Grâce à vous, merci beaucoup, Rav Menachem Enven d'Israël. On va montrer votre site, peut-être, internet, Steinzal Center. Voilà pour cette édition exceptionnelle en français. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, ça se débat. Océane Nicole vous attend avec ses invités. Très bonne soirée sur iTunes.